En attendant l'arrivée de Franck Jacubek, le directeur de Liberté Hebdo, qui n'est pas très loin, il va nous rejoindre, je vais vous donner lecture d'une page de littérature. C'est pour le plaisir, c'est pour la bonne bouche, c'est pour nous mettre en bouche. On veut tuer Berthet, c'est une assez mauvaise idée. D'abord, parce que Berthet s'en est rendu compte, ensuite, parce que Berthet ne va pas se laisser faire. Et enfin, parce que Berthet est un habitué de la chose. Cela le ferait presque sourire à la longue. La mort violente fait partie de la vie de Berthet depuis très longtemps. Berthet n'irait pas jusqu'à parler d'une habitude, car Berthet sait que le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Mais tout de même, à la longue, Berthet relativise. Surtout que Berthet a plus de 60 ans. L'âge légal de la retraite est dépassé pour Berthet. Et comme Berthet a commencé jeune, et que son travail doit être, d'une certaine manière, affecté d'un fort coefficient de pénibilité, on pourrait trouver injuste socialement que Berthet soit encore sur la brèche. En même temps, Berthet n'a jamais cotisé à aucune caisse. D'ailleurs, Berthet n'a jamais non plus vraiment, en ce qui concerne la presque totalité de sa vie professionnelle, perçu des salaires ou des traitements. Il ne possède pas de ses fiches de paie, de ses factures et de ses talons de chéquier sagement rangés dans des dossiers qui prennent la poussière au fond des placards où l'on ne va jamais regarder, sauf quand on devient vieux et que l'on subit un contrôle fiscal. Berthet ne se sent pas vieux et Berthet n'a jamais eu le moindre rapport avec le fisc. À moins que la participation de Berthet à la noyade accidentelle, au milieu des années 90, d'un trésorier payeur général du sud de la France qui avait des ambitions électorales peu souhaitables dans son département et dans son parti, ne soit considéré comme tel. Mais ce serait exagéré. Voilà, c'était la première page, les deux premières pages du dernier roman qui vient de sortir de Jérôme Leroy, que nous recevions ici en juin pour les derniers mardis de la saison. Jérôme Leroy, auteur du Bloc, et qui vient de sortir chez Gallimard encore, dans la série noire, L'Ange Gardien. Ça n'est pas la suite du Bloc, mais ça n'est pas sans rapport. Je ne pourrais que vous le conseiller. C'est plein d'humour, naturellement, c'est normal, c'est de Jérôme Leroy, mais c'est aussi plein de profondeur. Alors, maintenant, je vais si vous voulez bien, je vous ai donné envie, j'espère. Nous allons entrer dans le vif du sujet en entendant l'arrivée de Franck, mais je ne sais pas s'il a son GPS. Je ne peux pas vous le faire projeter sur cet écran parce que j'en ai pris connaissance trop tard. Mais je vais vous donner lecture des 4-5 titres d'un site consacré aux médias ici dans la région qui s'appelle Médias du Nord. C'est un site internet qui a été conçu, qui est mené par le journaliste Nicolas Leroy. Premier titre, c'est presque ça en tout cas, La Voix du Nord envisage de racheter une radio de la Marne. Elle en possède déjà une, notamment Radio Contact, elle possède aussi la télévision WEO. Deuxième titre, WEO, nous avons demandé au CSA de nous recevoir. C'est Jean-Michel Laubry qui le dit, le président de cette chaîne. En fait, pour se remettre ça en mémoire, la chaîne Opal TV, sur le littoral, était en redressement judiciaire depuis le mois de juin dernier. Elle a été créée par La Voix du Nord et la mairie de Dunkerque, plus précisément par Jacques Ardouin et Michel Delebarre à l'époque, puisque ce sont eux qui, il y a 4 ans, s'étaient présentés devant le CSA pour obtenir la fréquence. La chaîne a accumulé un passif de plus d'1 million d'euros, donc d'où la situation. Le tribunal de Dunkerque a attribué Opal TV et surtout sa fréquence à la chaîne WEO, l'un de ses actionnaire, pour 49 000 euros. Cela contre l'avis, allez comprendre, du CSA qui lui avait plutôt retenu la candidature de Grand Lille TV ici. Grand Lille TV pas content, donc il se retourne contre le CDA en leur demandant de supprimer cette fréquence. Et Jean-Michel Laubry, le président de WEO, groupe Voix du Nord, demande à être reçu par le CSA. Troisième titre, nouvelle formule de La Voix du Nord. Mais ça, vous le savez, c'était ce matin. Je pense que nous avons un exemplaire ici quelque part. Il est trop loin, je ne peux pas m'en saisir. Peut-être, Pascal, tu vas le trouver. Oui. Voilà, il est juste là, me semble-t-il. Nouvelle formule, nouvelle maquette.
Et puis, encore un titre, tiens, qui nous interpelle, le télescope d'Amiens, fin de l'aventure, nous le savions, nous avions invité les journalistes du télescope lors d'un précédent rendez-vous, c'était je crois en avril dernier. Ils ont voulu faire une nouvelle presse, plus proche des gens, ça n'a pas fonctionné, une presse internet, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis un titre plus petit, mais qu'on ne peut pas manquer, Liberté Hebdo, le dernier anniversaire, point d'interrogation. Voilà, alors, sur cette une de Médias du Nord, une presse régionale en recomposition et une presse d'opinion qui va mal, je m'arrête sur le dernier titre, Liberté Hebdo, le dernier anniversaire, point d'interrogation. Cet hebdomadaire qui a été créé en décembre 92, voilà, je salue l'arrivée de Franck. L'hebdomadaire qui a été créé en décembre 92, après la disparition du quotidien Liberté, va mal. Il est en redressement judiciaire depuis le mois d'août, je crois que c'est le 2 août, avec une période d'observation de 6 mois, ça on a pu le lire un peu partout. C'est effectivement ce qui a motivé Jamila et moi, pour les Mardis de l'Info, et Rabat, qui est à la caméra, d'avancer ces rendez-vous, parce qu'il me semble qu'il fallait, il nous a semblé qu'il fallait en parler. La situation est dure, elle est très tendue, mais on sait que l'équipe de Liberté se bat très fort. Et puis, Liberté Hebdo, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, un titre, c'est le titre Liberté, issu de la résistance et qui a fêté ce mois-ci, qui fête ce mois-ci ses 70 ans. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur son histoire, sur la façon dont le titre a rebondi en 1992, mais on sait aussi que la presse d'opinion, en général, souffre. Qu'appelle-t-on la presse d'opinion? Qu'appelle-t-on presse d'opinion? C'est une presse qui est née dans l'engagement pour éclairer le citoyen, écrit l'historien de la presse, Christian Delporte. Vous nous direz tout à l'heure, messieurs, si vous êtes d'accord ou s'il faut aller plus loin. Ici, nous connaissons aussi la Croix du Nord, qui est représentée par Thomas Levivier, son rédacteur en chef. On expliquera tout à l'heure comment fonctionne le titre, avec qui. Vous êtes 4 journalistes permanents, dont toi-même. Nous connaissons Pascal Perc, qui lui représente Témoignage chrétien, un mensuel maintenant, pas seulement un mensuel, c'est un peu plus compliqué. Ailleurs, d'autres journaux qui portent des idées, ne vont pas bien non plus, et optent pour des virages à 180 degrés. C'est le cas du journal Libération, qui est prêt à se séparer de 50 de ses collaborateurs sur un total de 160. Il y a un petit graphique qui montre la situation. Il faut aller sur le web, on connaît le retour de Laurent Geoffrin à la rédaction, Liberté, qui à la fin de cette année aura perdu environ 3 millions d'euros. Alors pourquoi Libération. Pardon? Libération, j'ai dit quoi? J'ai dit Libération. Il y avait un tel budget, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi m'as-tu regardé comme ça? C'est pour ça que j'ai commis ce lapsus. Ça n'est pas vrai, effectivement, il s'agit bien de Libération. J'avais dit le journal de Geoffrin. Alors pourquoi la presse d'opinion est-elle indispensable à notre information? N'y a-t-il pas d'ailleurs contradiction entre le mot information et le mot opinion? Ça nous est parfois opposé. Que faire? Quelles sont les solutions? Quelles réflexions nous pouvons apporter? Eh bien, pour en débattre avec vous, nous avons donc invité Franck Jacubek, qui est directeur, gérant de Liberté Hebdo. Je ne me suis pas trompé. C'est bien ça, c'est pas Libération. Jean-Louis Bouzin, qui a été rédacteur en chef de Liberté Hebdo à partir de 1992. Et il y a une belle histoire à raconter. Mais je suis sûr qu'il a aussi plein d'idées à nous faire part. Thomas Levivier, que je viens de présenter, Pascal Perc, que je viens de présenter également. Alors moi je vous propose de commencer peut-être par présenter un journal qui est lui aussi issu de la Libération. C'est Témoignage chrétien, qui a eu de gros soucis il y a quelques années, qui a des soucis depuis longtemps, mais qui a eu de gros soucis en 2009 jusqu'en 2012. Qui aurait pu disparaître aussi. Je ne sais pas, les titres vont apparaître tout à l'heure, mais voilà, on le voit. Journal d'opinion, pourquoi? Peut-être peux-tu nous résumer l'histoire. Je crois qu'on peut déterminer 3 grandes phases, si je me réfère à la fiche Wikipédia, qui, jusqu'à un certain point, n'est pas si mal faite, mais à partir d'un certain moment, évidemment, on peut ne pas être d'accord, c'est certain. 3 grandes périodes.
Création en 1941, pendant la Résistance. Donc c'est un journal qui n'est pas issu de la Libération. Non, qui est mais issu qui de la né Résistance. Dans la Résistance en 41. Ça me fait 2 fausses notes. Voilà. Je vais me faire virer. Donc, issu de la Résistance en 41, mais qui va se poursuivre après. Ouais. Deuxième période, donc à la Libération. Et puis, à partir de 48, il va y avoir un petit moment de latence. Son animateur, l'abbé Chaillet, va passer le relais à Georges Montaron, qui va le garder jusqu'en 96. Jusqu'en 96. Là, le journal va grimper, je ne sais pas trop à quelle époque, jusqu'à 100 000 exemplaires. Oui, c'est ça. Avant de retomber à 7 000. Et puis, on arrive à la troisième période, c'est ce qu'on appelle le témoignage chrétien moderne d'aujourd'hui, le nouveau témoignage chrétien, qui est devenu un mensuel avec une lettre d'information hebdomadaire et puis un site internet. Nos soucis, nos préoccupations à témoignage chrétien ont été d'abord de maintenir la flamme de ce qu'est un témoignage chrétien aujourd'hui, c'est-à-dire un témoignage qui porte les valeurs chrétiennes. Le témoignage chrétien, c'était le nom du groupe de résistance, me semble-t-il. C'était le courrier du témoignage chrétien, était un journal clandestin qui est né à Lyon, à l'initiative de chrétiens qui sont d'ailleurs assez vite entrés en 42-43 dans l'armée secrète. Donc c'est dans un deuxième temps où ils sont entrés dans les réseaux armés, mais la première démarche, c'était de diffuser des messages d'espoir et de dénonciation du régime. C'est comme ça que le journal a diffusé le texte de Bernanos. Alors Bernanos, qui était un écrivain de droite, et qui, en 1940, n'a absolument pas admis la capitulation de la France, et qui, depuis le Brésil, en 1941, a fait le procès du régime français et a dénoncé toutes les atteintes aux règles de l'humanité, etc., au nom, y compris de sa foi chrétienne. Il faut voir que c'était quelque chose qui a été très, très retentissant, et il y a eu 2 écrits comme ça, notamment sa lettre aux Anglais, donc qui a été diffusée sous le manteau par Témoignage chrétien, un manuscrit qui a été récupéré en Suisse en vélo, imprimé à Lyon et ensuite diffusé dans toute la France, y compris dans la région ici à partir de fin 41-42, et qui témoignait qu'il pouvait y avoir une autre façon d'être chrétien dans ce pays, où il faut bien dire que l'Église catholique en France et les évêques avaient pris position, une attitude d'allégeance au gouvernement de Vichy. C'était donc pratiquement... Le pape, d'ailleurs, était aussi... il y a une polémique autour de cela. Oui, et il y a eu des polémiques autour d'évêques à la Libération. Il y a eu beaucoup d'échanges, de débats, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'Église et l'occupation, mais il y avait matière à débat et il y a eu des actes de courage de chrétiens qui sont entrés dans les maquis aux côtés de non-chrétiens, de laïcs, etc. Un ami de la région, vous avez peut-être pu connaître, Pierre Pirard, qui était historien de la région, qui était en même temps l'histoire de l'Église et des ouvriers en France, des prêtres ouvriers, etc., disait que quelque part, tous ces prêtres qui se sont engagés dans la résistance avec des non-chrétiens, quelque part, c'est finalement, ils ont été dépucelés. Et c'est ainsi qu'en 1945, on a vu naître une église plus proche du monde ouvrier et les prêtres ouvriers, notamment ici, je ne peux pas m'empêcher d'en parler à LM ou au 118, c'était vraiment la première communauté de prêtres ouvriers qui écrivaient de temps en temps dans Liberté, de temps en temps dans Témoignage chrétien. Donc on a là, bon, et puis on a une pensée pour Michel qui est disparu il y a quelques mois, un dernier prêtre ouvrier d'Elem, et qui faisait lui, alors là, synthèse de nos combats communs et respectifs. Donc une pensée chrétienne qui d'abord dit non. Non à la capitulation, mais non surtout aux idées propagées par le nazisme, par tout ce qui est la dénonciation de l'être humain. Voilà. Donc ça, c'est la période effectivement 41, 44, 45. À la Libération, très vite, le
Témoignage chrétien sera choqué par ce qui se passe avec la création de l'État d'Israël. Et dès 1946, et je publie dans le prochain numéro les extraits du journal de 1946, demande qu'il y ait une place pour le peuple palestinien et dénonce les conditions dans lesquelles les Palestiniens sont mis dans des camps et demande l'intervention des Nations Unies pour une internationalisation des lieux saints. Cette position en faveur des Palestiniens, en faveur du monde arabe, alors qu'à l'époque, il était de bon ton de soutenir Israël compte tenu de la culpabilité qu'avaient les États, les nations vis-à-vis de ce qui s'était passé de la Shoah, et bien, effectivement, c'était une position assez originale et forte, mais sur laquelle jamais Témoignage chrétien n'a transigé sur ce point-là, et depuis donc 1946, et on voit encore aujourd'hui, dans cette période-ci, ce titre sur Gaza. Sur Gaza, donc ça c'est la lettre d'il y a effectivement. Et donc, toute l'attitude de Témoignage chrétien sera à partir de ce temps-là en faveur de la décolonisation, et donc, y compris en Algérie, et avec un journaliste comme Robert Barra, de dénoncer la torture en Algérie, de publier des cahiers clandestins avec tous les témoignages sur la façon dont l'armée française pratique la torture en Algérie. Ainsi de suite. Je dirais que ça a été une continuité de combat sur des valeurs chrétiennes, des valeurs humaines, dans la société, vis-à-vis de la politique internationale, mais également dans l'Église. Ce qui fait que le journal a eu une position qui était de remettre en cause l'institution Église dans ce qu'elle n'était pas suffisamment à l'écoute des chrétiens, s'est réjoui de l'ouverture du Concile Vatican II et ne cesse de se battre pour que l'esprit de Vatican II se maintienne avec davantage de vie, de relations avec la société. Bon, je fais courte sur ce plan-là. Vous dire que le journal, effectivement, a eu des périodes très fortes, notamment dans la fin des années 50, au début des années 60, avec des numéros qui ont été vendus à 170 000 exemplaires en kiosque. Nous avons eu des difficultés après liées pour deux facteurs, notamment le vieillissement du lectorat, c'est un problème. Qui dit presse d'opinion, dit personnes engagées, presse militante, et les militants vieillissent. Et on se retrouve confronté, c'est l'objet de notre prochain dossier, à la transmission des valeurs. Et je dirais que d'une certaine façon, ceux qu'on appelait à l'époque les cathos de gauche, qui existaient très fort, qui ont poussé énormément les idées, et dans les cathos de gauche, je mets aussi bien Jacques Delors que Piaget, voilà. Charles Piaget, aussi bien que les combats qui ont été menés au Larzac, que ceux qui ont été menés avec le monde agricole dans les années 60 et 70, tous ces combats-là ont été menés par des chrétiens qui étaient des chrétiens de gauche, comme on dit, etc., mais qui n'ont jamais mis en avant leur appartenance religieuse. Cette attitude ne va pas rendre visible ce courant de pensée. Aujourd'hui, le journal a vécu sur ses acquis, il a fonctionné économiquement en tandem avec une imprimerie à Yvetot, en Normandie, et qui permettait de faire vivre le journal. L'après Georges Montaron, ça a été finalement une situation de crise économique, aussi bien dans l'imprimerie que dans le journal, la nécessité de revendre l'imprimerie, donc de vendre l'imprimerie, et un journal ne fonctionnant plus qu'avec les subsides de ses abonnés, de ses lecteurs, et il a dû, au fil des années, réduire la voilure, la pagination, le nombre d'effectifs, vendre ses locaux pour continuer à survivre. Donc aujourd'hui, le dernier plan social, c'était en juin 2012, où on ne terminait pas l'année, si on ne prenait pas des mesures draconiennes. Je suis administrateur, je suis à la fois dans l'association des lecteurs et en même temps administrateur, et donc nous avons dû réduire en 2012, passer de 12 journalistes à 5 journalistes, et garder une équipe permanente très légère. Et beaucoup de bénévoles, j'imagine. Et à côté de ça, et de réinventer
un produit, une forme, des nouvelles formes. Entre octobre 2012 et décembre 2012, nous avons interrogé les lecteurs. Sur 6500 abonnés, nous avons reçu 2300 réponses, souvent accompagnées de chèques. Et c'était extraordinaire, puisque dans cette période de 3 mois, le journal a reçu 130 000 € de ses lecteurs. Ce qui lui a permis de redémarrer, et de me redémarrer sur une formule allégée. Faire un 24 pages hebdo toutes les semaines à 5 journalistes, c'était impensable, ça coûtait très cher. La mise en kiosque coûte plus qu'elle ne rapporte. Et donc, puisque vous êtes ni plus ni moins le banquier du service des messageries, qui vous rétribue ce qu'ils ont vendu que bien des mois après, donc ça vous oblige, en termes techniques, à faire du bouillon, c'est-à-dire à un tirage important et avec un nombre d'invendus très important et une recette qui n'arrive que dans des délais très longs et très longs. On va revenir sur tout cela. Donc aujourd'hui, c'est ça. La formule inventée avec les lecteurs, c'était un 4 pages qui est une réaction à l'actualité, une page de tribune politique et d'initiative sociétale, on va dire, voilà, et un agenda et un commentaire des textes de la semaine. Plus le web. Mais ça, on va développer peut-être tout à l'heure, on va d'abord faire le tour. Peut-être tu as une question avant que je continue. Qui était Pierre Chaillet et Georges Montaron. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'ils ont la même ligne politique? Alors, au départ, oui, parce que Pierre Chaillet est prêtre, jésuite, et donc il a cette ouverture d'esprit et cette révolte face à la situation en 1941, et il sera dans la continuité. Bon. Ensuite, mais comme beaucoup de résistants, il n'était pas forcément gestionnaire. Et donc, j'irai sur les lignes politiques, il y a un cheminement qui va à peu près dans le même sens depuis 71 ans, notamment sur le respect des droits élémentaires et sur... voilà. Mais à des moments, ça a tangué. Dans la rédaction, ça a été une grande école de journalistes, Témoignage chrétien. D'ailleurs, Hervé Bourges, rédacteur en chef. Hervé Bourges a été journaliste. Ensuite, il est parti en Algérie au moment de l'indépendance algérienne, et il est revenu rédacteur en chef de Témoignage chrétien. Albert Duroy, qui est devenu directeur d'information de France 2, a commencé à Témoignage chrétien. Il y a rencontré sa femme, Nicole Duroy, qui était rédactrice en chef de TRMA. Donc il y a une école. Donc il y a eu. Donc Albert Duroy me disait, mais par exemple, au moment de la CED, au niveau de la. Non, c'est la pub. Il y a eu, ça a tangué. Sur la question palestinienne, ça a également tangué. Et à un moment donné, il y a des gens qui étaient en désaccord et qui sont partis du journal. Je dirais des portes qui claquent dans tous les journaux politiques. Ça arrive. Mais la question de Jamila, c'était est-ce qu'il y a vraiment une continuité entre les deux hommes, ou est-ce qu'il y a une orientation à gauche, par exemple? Non, il y a eu... il y a peut-être eu, avec Georges Montaron, un engagement plus ferme avec l'Union de la gauche pour, dans la période qui a précédé les élections, 81. Donc Chaillet est parti il y a bien avant, mais je dirais cet engagement politique partisan, et moins sur les idées, mais plus sur les partis et sur la politique française, a été plus net avec Georges Montaron, qui était donc qui a tout fait pour effectivement que Mitterrand soit président, mais qui aussi a pris des positions très nettes vis-à-vis de Mitterrand, notamment sur les questions européennes, en se rapprochant de Chevènement. D'accord. Dans les périodes des années... donc, mais c'est l'histoire un peu de tous les journaux, de tous les journaux d'opinion qui évoluent, mais c'est un débat, je dirais, assez permanent. Là, nous venons de faire un appel, donc en 2013, le journal a pris position en faveur du mariage pour tous,
C'est un des rares journaux chrétiens à avoir pris cette position de façon ferme, claire. Beaucoup d'autres ont ouvert leur colonne au débat, mais la position des Témoignages chrétiens était... bon, au sein de la rédaction, il n'y avait pas trop de tirage, mais il y a des lecteurs qui nous ont quittés sur ce principe, sur cet aspect-là. Mais il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Donc, voilà. Thomas Le Vivier, alors la Croix du Nord, est-ce que c'est le même profil, le même type d'histoire? Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, alors là, je vais vous faire rigoler, quand j'étais étudiant à l'école de journalisme, on m'avait orienté vers la bibliothèque municipale de Lille pour que je fasse une étude sur la Croix du Nord, mais ça n'était pas la même, c'était celle de 1920. Et je me souviens m'être envoyé les éditoriaux d'un certain Bernard L'Ermite. Je crois qu'on ne pourrait plus trouver ça aujourd'hui. Alors, la Croix du Nord aujourd'hui. La Croix du Nord aujourd'hui. Il était très anti... il n'est pas là, notre spécialiste du jazz, Jean Arouy. Il n'aimait pas le jazz du tout, parce que c'était joué par des Noirs qui braillaient. Effectivement. Thomas. On est aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de cet illustre titre, qui a 125 ans d'histoire. Il est né la même année que la Tour Eiffel, en 1889. Il a été quotidien jusqu'en 68. En 68, à l'automne 68, baisse un peu du lectorat déjà, mais il y a encore, il n'y a plus assez de lecteurs entre guillemets pour faire un quotidien, mais il en reste assez pour faire un hebdo. Donc ça c'est un virage. Et voilà. La Croix du Nord a été anti-Dreyfusard dans les années de l'affaire Dreyfus. Ce journal a évolué pour être aujourd'hui peut-être moins marqué qu'il l'a été, en tout cas certainement moins marqué à droite et moins la voix de l'Église. Même si on a encore un certain nombre de lecteurs qui, je vais reprendre l'exemple de Mariage pour tous, parce que effectivement c'est une actu qu'on a traitée et c'est une actu qui nous a valu courrier, des abonnements. On a adopté une ligne, voilà, pas la ligne de témoignages chrétiens, mais celle de l'ouverture aux colonnes, de l'ouverture au débat. Et moi je me souvian qu'on ait à un moment donné la parole à un couple de femmes, un couple chrétien de femmes. Et alors là, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait, vous engager là-dedans, même donner la parole, parce que voilà, dans notre dossier double page, c'était le sujet de fond, et il y avait d'autres éclairages. Donc voilà, sur les sujets qui fâchent, il y en a 5-6 par an, que ce soit des affaires, il y en a eu il y a 2 ans, de pédophilie de prêtres dans la région, il y en a une à Bolzel, que ce soit... il y a 2 ans et demi aussi, la diffusion du documentaire La vie amoureuse des prêtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un documentaire de Christophe André, par ailleurs prix Albert Londres pour un documentaire sur la peine de mort aux États-Unis qui s'appelait Une peine infinie. Ce documentaire, alors qu'on le veuille ou non, présenté sur 3 parcours de prêtres, 2 prêtres de la région, un prêtre de la région lilloise et un prêtre du Valenciennois. Donc voilà, moi je venais d'arriver à la tête de la rédaction et on avait traité sur une page ce documentaire qu'on avait vu en avant-première. On avait même eu l'interview d'un des 2 prêtres qui annonçait au cours de ce documentaire qui partait. Finalement, au dernier moment, ce prêtre se rétracte, on accepte. Voilà, le truc était maquetté, pourquoi j'ai quitté l'église, voilà. C'est jamais passé, ben on l'a en collector pour nous, mais voilà. Et alors pareil, les plus hautes autorités de l'Église, on ne va pas s'en cacher, l'archevêque de Lille, on parlait de lui, a été très mécontent qu'on ait ouvert la parole. Pour lui c'était comme un divorce c'est une affaire privée, on n'en parle pas, on ne l'étale pas sur la place publique. Pardon. Donc voilà, on est dans la rédaction. Aujourd'hui, une équipe de, comme Philippe le rappelait, de 4 journalistes permanents qui ont autour d'une 40aine d'années, j'allais dire pas en décalage, mais finalement pour un lectorat qui en moyenne a plus de 60 ans, voire plus de 65 ans. Donc on est aussi confronté, nous, au vieillissement et au renouvellement du lectorat. Voilà, mais je pense que à Liberté, vous êtes aussi dans ce... Qui aujourd'hui peut se dispenser de réfléchir au renouvellement du lectorat. Tous les deux, là. Tout à l'heure, tu évoquais le vieillissement des militants, même si on est encore dans la quarantaine aussi, il y a effectivement cette question de l'âge, de l'investissement, du renouvellement, du passage de témoins,
il y a quelquefois des étapes qui restent à franchir aussi sur la construction, en fait. Hein. C'est vrai. Bon, après, on ne peut pas échanger nos paroissiens. Non, mais on peut les faire partager le même chemin. Exactement. Et effectivement, je relisais en venant le texte que j'avais proposé à Bruno Cadet. Je pensais que c'était au printemps, finalement c'était à l'automne dernier, au mois d'octobre, il y a presque un an, et que j'avais titré Pourquoi Croix du Nord soutient Liberté. Et effectivement, dans le journalisme d'opinion, parce que finalement, on va simplifier, les cocos, les cathos, on a l'impression que c'est les seuls d'opinion aujourd'hui, mais ce qui nous rejoint, moi c'est ce que, et je l'ai relu et j'ai pas... J'en ai cité voilà. tout à l'heure, mais je ne sais pas si on est d'accord. Mais sur une certaine vision de l'homme, elle n'est peut-être pas basée sur les mêmes fondements, mais je pense que vous comme nous, à Liberté ou à Croix-du-Nord, ou même à Témoignage chrétien, on partage une certaine idée de l'homme, un certain optimisme, une certaine lutte contre ce pessimisme ambiant déjà depuis quelques années. Il y a des choses à faire et l'homme est malmené aujourd'hui économiquement, mais aussi dans sa vie de tous les jours, broyé qu'il peut être par cette mondialisation ou cette internationalisation des échanges. Donc voilà, sur l'homme, et aujourd'hui, voilà, parler de l'homme, c'est pas... tout le monde ne le fait pas, nous on essaie de le faire, et avec une vision, nous, éclairée par le message du Christ, par l'évangile. Moi je dis toujours, on essaie d'avoir un regard chrétien sur l'actualité. Alors on me dit, c'est quoi un regard chrétien sur l'actualité? Je dis, c'est déjà une hypersensibilisation, une bonne sensibilisation au sujet fortement humain, le logement, l'emploi, la santé, les questions familiales, mais c'est ça, c'est voir aussi qu'est-ce qui nourrit l'homme. Mais pareil, Liberté aussi fait une bonne place à la culture, parce que la culture c'est aussi et surtout un moyen de s'élever, d'apprendre, d'ouvrir ses horizons. Donc voilà, on a, je pense, des choses en commun. Tu es rédacteur en chef depuis combien de temps? Excuse-moi. Je suis arrivé au journal en 2008, il y a 6 ans. Et tu as apporté une patte personnelle, tu as fait... Et rédac chef depuis 2012, oui, donc il y a 2 ans. Depuis 2012, oui. Voilà. Et tu as pu apporter quelque chose, tu as l'impression d'avoir fait... d'avoir réfléchi des choses, ou faire évoluer plutôt des choses. Oui, alors moi, comme j'avais travaillé, je suis arrivé au poste de l'actualité générale. Finalement, les 4 journalistes, il y a un poste d'actualité générale, un poste d'actualité religieuse, un secrétaire de rédaction, ce qui est encore un luxe aujourd'hui, ce qui est plus qu'un maquettiste, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est journaliste, qui connaît bien la langue française et qui refait nos titres et tout ça. Et le 4e journaliste à l'époque était la rédactrice en chef qui était moins sur le terrain. Donc voilà, ça n'a pas changé, un rédacteur en chef, j'essaie d'être encore un peu sur le terrain, actu générale, actu religieuse, secrétaire de rédaction. Donc j'ai occupé ce poste d'actu général. Et quand j'arrivais sur le terrain, dans des institutions, à la préfecture, au conseil général, au conseil régional, dans les mairies, tout ça, on me disait « Ah, la Croix-du-Nord, ça existe encore ». Parce qu'en fait, je succédais peut-être à quelqu'un que, ici, les gens bien connus, qui s'appelle Bruno Cortekis, qui était rédacteur en chef, mais qui allait moins sur le terrain. Donc voilà, moi j'ai eu à cœur un moment qu'on mette un visage sur la Croix-du-Nord, en tout cas dans les sujets actus, tout ça. Et donc j'ai essayé que Croix-du-Nord, et c'est ce que j'essaie encore de faire aujourd'hui, qu'on essaye toute l'équipe, de pas faire que les cathos parlent aux cathos, mais d'élargir nos horizons, d'être une voix comme les Libertés aussi dans la région, une autre voix. Et alors il y a la voix du Nord, le grand quotidien régional, mais d'être un autre regard, d'être une autre façon de... Voilà, on traite l'actu qui s'impose à nous aussi, mais on essaie aussi d'aller chercher des angles, des sujets. On a voilà, il y a des sujets qu'on suit au long cours, comme la question des migrations et la question des Roms. Voilà, on essaie d'apporter notre patte. Un journal chrétien, ça veut dire quoi? Vous défendez les Roms, les migrants, et vous parlez aussi écologie et les associations. Oui, effectivement, on essaie d'être présent sur les sujets, comme je disais, à forte valeur ajoutée humaine. Et donc, au nom c'est ça, de l'accueil de l'évangile, la question des Roms et de l'immigration nous paraît importante. Alors, sans la simplifier en disant c'est super, les Roms ou les migrants, c'est que très bien, il n'y a aucun problème, et c'est très angélique et tout ça. Mais finalement, et je ne vais pas révéler grand-chose, mais
J'avais une discussion avec Mathieu hier, qui me disait être allé à Calais vendredi dernier et en avoir... on ne va pas à Calais si on y passe une demi-journée, alors si on y passe une demi-heure, si on y passe 2 heures pour aller... mais on ne va pas à Calais sans que ça laisse des traces. À Calais ou ailleurs, moi je me souviens sur le petit camp de Nord-en-Fonte, être allé il y a maintenant 3-4 ans et avoir passé la journée entre le maire Marc Benoît et les gens de Terre d'Errance et de discuter avec... Voilà, si on prend le temps un peu, si on passe du temps sur place, parce que voilà, on a ce luxe-là aussi d'avoir de la place dans le journal et que si on fait un reportage de terrain, il peut avoir une page, une double page. On passe pas du temps sans que ça marque, parce qu'on est aussi, voilà, on est journaliste, on essaie d'être, mais on est aussi hommes et femmes, on est aussi, pour moi, père de famille, donc tout ça, c'est aussi le même bonhomme qui réfléchit à ça. Donc voilà, ces questions-là, on les suit, on essaie de les suivre au mieux. De près sur le terrain, ce qui est quelque part la définition du journalisme. Oui, exactement, oui. Jean-Louis Bouzin. Liberté, là, pour le coup, a été créée en 1944, pas en 1941, puisqu'avant, c'était l'enchaîné. Alors là aussi, il y a une histoire passionnante à raconter. Je sais, on va y passer la nuit, donc on va essayer de faire plus court. Oui, je vais enlever ma veste. Et oui, non, fais pas ça. Donc, Rabat ne serait pas d'accord. Bon, est-ce que tu peux nous revenir sur cette histoire et surtout nous dire comment, en 92, alors qu'on pouvait croire que c'était fini, moi j'avais entendu ça aussi à l'époque, bon, ma foi, un quotidien communiste, qu'est-ce que ça, pourquoi, nous sommes quand même à la fin du XXe siècle, une époque moderne, bon, que faire d'un journal communiste? Et puis, non, vous ne l'avez pas entendu de cette façon-là, histoire. Oui, c'est ce qu'on se demande aussi, que vient faire Liberté aujourd'hui. C'est une aberration, hein. Un journal comme celui-là... Il va manger sur son temps de parole. Oui, on est parti. Non, mais je vais être très court. Je voulais dire justement, finalement, les gens de la Croix-du-Nord recherchent la même chose que nous, l'humain. L'humain, en fait, c'est ça qui nous relie, nous qui sommes... Ça rappelle quelque chose d'humain d'abord, ça? Oui, le mot d'ordre inventé par le chanteur Franck Van de Castel et qui a été récupéré par les communistes. Voilà, c'est cela qu'on recherchait. Je crois qu'on a de plus en plus de mal à imposer cette vision de l'humain, la reconnaissance de l'humain, la recherche de la satisfaction de l'humain, parce que nous sommes dans un système, une société qui rejette l'humain. Et c'est l'une des sources de nos difficultés aujourd'hui. On apparaît de plus en plus comme une aberration dans le paysage médiatique. Je ne sais pas, moi, hier, je regardais la télé, je suis retraité maintenant, je suis rangé, je regarde les JT, et on nous explique qu'il va falloir absolument réduire les congés maternité, puis les allocations là, aux jeunes mères, parce qu'il faut absolument récupérer 800 millions d'euros, quoi. Et puis il y a un gars qui vient à la télé, c'est apparemment un expert, il vient... Alors, les experts, on en parlera. Des experts, un journaliste économique, donc qui connaît sa partie, et il vient, il nous explique en 2 minutes qu'on ne peut pas faire autrement. Et de plus en plus de gens sont soumis à ce genre d'informations. C'est comme l'histoire du millefeuille, c'est extraordinaire le millefeuille, là, territorial. Tout le monde, bah oui, le millefeuille, il y a trop de collectivités en France, il y a trop d'élus, il y a trop d'instancés. Et ça nous est présenté comme quelque chose qui ne se discute pas. On ne peut pas discuter. Voilà. Et il faut se le mettre dans le crâne. D'accord, ça c'est aujourd'hui, mais ça, c'est aujourd'hui. En 92. Alors, quel était l'état d'esprit de l'équipe? En 92, l'état d'esprit de l'équipe... quand Liberté quotidien disparaît. Oui, je vois que mon temps de parole est compté. Absolument pas. En 92, plus je cause, plus tu auras le droit de causer. En 92, la situation était peut-être même pire que celle que connaît Liberté Hebdo aujourd'hui. C'était il n'y avait plus de journal. Il s'était écroulé. Le quotidien s'est arrêté du jour au lendemain, décision du tribunal, tout liquidé, etc. Bon, il avait tenu 48 ans de Liberté. Il avait réussi à tenir jusqu'au cœur de l'été 92. Et puis, tout de suite, je ne vais pas dire qu'on s'est mis en top parce qu'on n'était pas nombreux,
Mais on a décidé de relancer quelque chose, parce que c'est quand le journal a disparu que ceux qui étaient attachés, et on avait encore, se sont aperçus de ce que ça représentait quand le journal disparaissait. J'ai déjà raconté, je me souviens, c'était en plein moment de lutte des dockers à Dunkerque, une lutte très dure, bon, on savait le faire les dockers à l'époque, et le jour où Liberté a disparu, enfin le lendemain, ça a été terminé. Plus personne n'a parlé de la lutte des dockers. Bon, alors qu'ils venaient de perdre leur statut. Oui, c'était une lutte très dure. D'abord, il faut avouer qu'y compris les journalistes qui se pointaient là-bas, il fallait qu'ils fassent attention. Donc ça n'aidait pas non plus. Mais du jour au lendemain, plus rien. Et donc, il y a eu une espèce de sursaut, de réaction. Les gens se sont dit, et pas forcément ceux qui travaillaient à Liberté à l'époque, parce qu'eux-mêmes, ils ont... Liberté, pour eux, c'était un tel monument, c'était une telle histoire que les gars étaient en dessous de la table, quoi. Mais ça a été une histoire militante, la relance d'un journal. Bon, forcément, on ne pouvait plus imaginer un quotidien. On a essayé d'imaginer un hebdomadaire. Et ça a surtout été, oui, je le répète, une histoire militante. C'est-à-dire qu'il y avait là le seul capital sur lequel on pouvait compter, et aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'hier, c'était le capital humain. Parce que nous, les annonceurs, bon, il y avait beaucoup de gens, c'est regrettable, mais voilà. Et donc, il fallait notamment, bon, on avait calculé, il fallait 5000 abonnements. Alors, à l'époque, je ne me souviens plus, 5000 abonnements annuels. Et bien, on s'est mis en mouvement, des militants communistes, bien sûr, au premier chef, mais pas seulement, des gens qui n'étaient pas forcément communistes, des syndicalistes, des gens qui tenaient quand même à ce que la presse régionale continue à avoir cette fibre sociale, cette fibre progressiste. Et on a réussi quand même le journal s'est cassé la figure au mois de juillet-août, je ne me souviens plus, j'étais en congé. Et puis, à la fin novembre, on réussissait déjà à mettre en route un numéro 0. Mais attention, c'est parce qu'on avait amassé l'argent, c'était des abonnements par souscription, quoi. Et le premier numéro est sorti le 4 décembre. Alors évidemment, fait dans des conditions pas très difficiles, hein. Au début, on était 2, je crois. Des stagiaires sont venus, il y en avait un, il s'appelait Bruno Cadet. Il a fait une brillante carrière ensuite, devenu rédacteur en chef de Liberté. Et voilà. Et en fait, c'est un peu comme en 1944, quand a été créé Liberté. En fait, c'était une bande de jeunes. C'était une histoire de jeunesse et d'audace, parce que c'est un journal qui est issu de la libération et de la résistance, puisqu'il succède à l'Enchaîné. C'est l'Enchaîné, en fait. Oui, c'est ça. Qui paraît pendant toute la guerre, évidemment, irrégulièrement. C'est un journal de la résistance. Et au moment de la libération, eh ben, les gars décident de changer le nom et de devenir Liberté, d'enchaîner à Liberté, la Libération. Seulement, il n'y avait pas de journalistes, parce que les autres journaux, comme La Voix du Nord, etc., ont pu compter sur des équipes qui étaient en place, l'Écho du Nord, etc. Pour être clair, c'était le journal de Roubaix, où il n'y avait pas que des collabos, d'ailleurs, hein. Loin de là, d'ailleurs, il y avait même des résistants. Mais Liberté, il n'y avait rien du tout, quoi, parce que l'Enchaîné, c'était trop loin. Le Parti communiste avait été interdit dès 1939. Et donc, quelque part, il faut être fou pour se lancer dans l'aventure d'un quotidien sans journaliste. Il n'y avait qu'un gars, il s'appelait Delon, Pierre Delon, qui avait eu une expérience. Il avait travaillé avec Vaillant Couturier dans les années autour de 1936, un peu avant, un peu après, qui avait une petite expérience de l'humanité. C'est lui qui a rédigé le premier numéro, d'ailleurs dans les locaux, dans les combles de la Grand Poste à Lille, place de la République. Et il est resté quelques semaines sur l'île. Les premiers aspirants journalistes sont arrivés alors que le premier numéro venait de sortir, ils sont arrivés le 4 septembre. C'est des gars qui sortaient de l'illégalité, hein, des gars comme Stager, copains, tout ça, enfin bref, peu importe. Et Pierre Delon, pendant quelques semaines, a joué le professeur et a instruit tous ces jeunes, qui étaient soit des professeurs, pas tous, hein, et Liberté d'ailleurs trônait grand place
à la place de la Voie du Nord, sur le balcon, Liberté, avec une faucille à marteau, hein, et c'est resté même jusqu'en 1956. Parce que Liberté, ensuite, a fait une souscription, il a migré vers Fives, il a acheté sa propre imprimerie, ici, pas très loin. Mais jusqu'en 1956, c'était Liberté qui... Bon, ça plaisait pas quand même à tout le monde. Hein. Il y avait, au départ, il y avait Liberté, il y avait le Nord Libre, qui était le quotidien du Front National, de la Résistance, aux antipodes de celui qui a ravi ce beau nom. Et puis, il y avait la Voie du Nord, où il se trouvait dans les hauteurs. Bon, alors, il y a eu un arrangement en 1956. Le journal Liberté manquait déjà d'argent. Donc, voilà, quoi. Pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons, la publicité forcément. On peut parler d'un vieillissement déjà du lectorat. Non, mais forcément, un journal qui prend tout à rebrousse-poil, qui s'inscrit contre le capitalisme, qui empêche le grand patronat de faire ce qu'il veut, il gêne quand même. Un journal qui prend parti, qui est... Alors donc forcément, celui-là, il va avoir moins de succès auprès des annonceurs, il va forcément avoir moins de succès dans l'opinion publique, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, quand tu m'as coupé honteusement. Forcément, les gens qui sont abreuvés de toute cette information qui est orientée, je m'excuse, hein, si tout le monde n'est pas d'accord, bah forcément, à un moment donné, ils vont se détourner de ce genre de propagande, forcément, même s'ils le lisaient, finalement, ils ne seraient peut-être pas insensibles à tout, quoi. Alors, on ne va pas dans le sens du vent, nous. Enfin, pas toujours, parfois, si. Au moment de la libération, on allait dans le sens du vent, du programme du Conseil national de la résistance. Voilà, il y avait une dynamique. D'ailleurs, nous, notre journal, quand il y a une dynamique sociale, quand il y a un mouvement social important, quand il y a des vrais débats politiques, on voit tout de suite que Liberté, il remonte. Mais comme aujourd'hui, politiquement, on est en plein marasme, il faut bien le dire, tout le monde... Alors forcément, ça pèse sur la presse d'opinion. Il y a de la résignation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, on a tout essayé, la droite, la gauche. Il y en a qui s'arrachent les cheveux. Il ne faut pas comprendre. Je suis de ceux-là. Forcément, on laisse tomber, quoi. On laisse tomber la presse. Je crois que les difficultés de la presse aujourd'hui sont aussi liées au débat politique. Mais il n'y a plus de débat politique. En fait. Tout le monde est sur la même ligne, sur le fond, économiquement. Bon, certes, il y a des... Alors, à la limite, comme on est tous d'accord, on se déchire encore plus sur les questions de personnes, mais sur le fond, on dirait aujourd'hui, il faut tous penser ultralibéral. Sinon, on est ringard. Donc, on lisse à fond. Après, Pascal souhaite intervenir, mais on lisse sur la pensée, donc on se met sur les rails de l'ultralibéralisme, et donc il n'y aurait plus de débat, plus de propositions. Oui, le débat, c'est beaucoup affaibli, quoi. Certes, mais donc... Maintenant, c'est la peur qui domine, la peur de voir le pouvoir pris par qui on sait. Et la peur, ça n'alimente pas le débat. On ne peut peut-être pas comparer les époques avec sur 70 ans, 60 ans ou 50 ans, ou même 20 ans, parce qu'avec les médias, les nouveaux médias aujourd'hui, on n'a plus forcément, on n'éprouve plus le même besoin d'aller chercher des idées, des réflexions dans la presse écrite. C'est peut-être ça, c'est peut-être aussi un des problèmes, non? La presse, c'est beaucoup de choses. Hein. On assiste à tout et son contraire. On assiste à des journaux pilules gratuits dans le métro et on a l'impression d'être informé et vous avez vraiment des succès d'années d'information, vous avez l'impression d'avoir le sentiment d'être informé et donc comme en plus vous entendez la même chose à la radio, dans la voiture et vous voyez les titres du journal, donc vous avez le sentiment d'être informé. Donc c'est une information... Le sentiment d'être informé, ouais, d'accord. Fast-food qui donne les choses. Et par ailleurs, je vais prendre les choses à l'envers, si je regarde les kiosques ou le relais à la gare, dans le contenu de ce que je vois en kiosque affiché, je vois monter depuis 2 ans ce qu'on appelle les MOOC, dont le premier, c'est pour vous donner, c'est 21, donc un journal où les articles font jusqu'à 10 pages, où vous en avez pour 120 pages de lecture,
Et c'est un succès de presse. Trimestriel. Ouais, voilà. C'est un succès de Oui, presse. on nous avait expliqué avant que le reportage n'était plus possible, etc. Alors, vous avez aujourd'hui un public qui demande à lire, qui demande à pouvoir prendre les choses posément, à lecture, etc. Et il y a 21 qui est lancé depuis 3 ans, mais aujourd'hui, il y en a une dizaine d'autres en kiosque. Ce qu'on fait avec Témoignages chrétiens sur 90 pages, avec des articles, des reportages qui sont sur 7 pages, sur un mensuel, sur un supplément, s'inspire de ce besoin de lecture à côté d'une forme de journalisme qui est devenue pas d'articles plus long que 3000 signes. Et donc, la nouvelle maquette de la Voix du Nord, elle réduit de moitié la longueur des articles, parce que dès qu'on dépasse 2000 signes, on éclate. Je pense que c'est encore réduit, c'est toi-même Oui. qui en faisais la réflexion, Oui. dans la maquette Oui. qui existe depuis ce matin. Alors, on peut trouver des explications à ça, notamment l'influence de l'audiovisuel sur l'écrit, puisque l'audiovisuel, c'est de l'image et pas de lecture, et donc un commentaire, et donc il peut y avoir dans les comportements des publics, etc., une évolution. Mais je constate qu'il y a une usure de cette forme-là, et un retour à l'écrit actuellement. Donc les gens ont besoin des deux. Ça dépend comment on est. On a besoin d'être informé en 10 minutes, en 20 minutes, et on a besoin aussi d'avoir un temps de réflexion, de partage, de débat. Je reviendrai à quelque chose qui est encore plus loin. Si on prend la résistance, il ne faut pas oublier que les journaux, la responsabilité de l'information du public a été confiée par le Conseil national de résistance au mouvement de résistants. Et donc la Voix du Nord, avant d'être un journal grand public, était un réseau clandestin et un journal clandestin. Et sa racine profonde est là. Et en 1941, c'est un journal qui a ses racines en résistance. On a donc confié à la Libération la responsabilité d'informer à un certain nombre, au mouvement de résistants. Pour les socialistes, ça a été Normatin, pour les chrétiens, ça a été Nord-Éclair, et pour les communistes, ça a été Liberté. Donc les moyens d'informer ont été confiés à des mouvements qui avaient des convictions politiques, qui avaient une vision de la société, et qui avaient mené des combats contre l'occupant. Et donc cette responsabilité-là est importante. Les ordonnances de 1944 qui fixent un peu la règle du jeu pour la presse à la Libération séparent bien l'opinion de la fabrication du journal. Il y a une commission nationale des papiers presse qui distribue le papier, une société qui distribue le papier et qui va gérer le papier, l'impression, donc les moyens pour ces mouvements politiques de pouvoir s'exprimer. Donc on a eu une période jusqu'en 1954 où effectivement l'État, issu de la guerre, donnait aux mouvements politiques les moyens de s'exprimer. Et pour moi, c'était important. Le Conseil national de la résistance avait imaginé ça, et les ordonnances de 1944 qui règlent encore la presse aujourd'hui font référence au statut de la presse qui n'a jamais été rédigé. Et encore, on a eu droit aux États généraux de la presse il y a pas, en 2008, 2006, 2007, qui évoque ce statut de la presse qui n'existe pas. On a un vide juridique dans nos institutions nationales qui reste grave, ce qui fait que, à partir des années 54, l'erreur qui a peut-être été commise dans toutes ces équipes qui ont inventé la presse d'après-guerre, c'est qu'il y avait des gens qui étaient très enthousiastes, très inventifs, imaginatifs, mais il n'y avait pas toujours les bons gestionnaires. Et les gestionnaires sont arrivés après, et ils ont senti comment, grâce notamment au développement de la publicité, comment la presse pouvait devenir un lieu de profit. Et on a progressivement, Monsieur Robert Herson était de 52, ça c'est bien plus tard, de 52 aux années 60, on a progressivement, en plus, la 4e République politiquement étant ce qu'elle est, avec une défiance également des politiques, le problème de la décolonisation, le problème de l'Algérie, fait que finalement, le contexte politique n'a pas aidé la presse
Et les journaux se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Et il y a eu des gens, des gestionnaires qui sont arrivés pour reprendre en main les contenus du journal et d'en faire des supports publicitaires. En gros, la période économique des années 50 aux années 80, pour la presse, a été un période de développement économique, mais à condition de ne pas parler politique. Et donc on est parti, on a mis finalement des gestionnaires, et quelque part, le mot n'était pas encore prononcé, mais c'est le marketing qui s'est emparé des outils de presse et qui en a fait des affaires florissantes. La Voix du Nord est un journal riche. Ouest France, ça va beaucoup plus loin. Ouest France est un journal riche. Je veux dire que le fait de ne plus être sur un prisme ou un segment de population avec des opinions est devenu un argument commercial. Bon, c'est une chose. Je dirais qu'en faisant ça, quelque part, la presse moderne, qu'on disait, oubliait d'où elle venait et bénéficiait encore d'une reconnaissance ou d'un statut ou d'une mission qui venait de plus loin. Les lois sur la presse datent de 1881. Bon. Elles sont l'aboutissement de 60 ans de bagarre pour reconnaître que les journalistes avaient le droit de critiquer les pouvoirs en place. Et donc, toute l'histoire de la presse, depuis Théophraste Renaudot, est d'abord une histoire de pamphlet. Le droit d'ouvrir sa gueule et de critiquer, les pouvoirs. Et aujourd'hui, si on parle de presse d'opinion, il faut bien dire que toute la presse aujourd'hui bénéficie de ceux qui étaient la presse d'opinion, qui symbolisaient une démocratie vivante. Et donc aujourd'hui, quelque part, le commerce, le marché, s'est emparé de ces libertés d'expression-là à des fins commerciales et non plus à des fins, je dirais, à opinion. Je dirais plus le mot opinion. Je dirais ce sont des journaux de conviction. Le mot conviction me paraît mieux correspondre au mot opinion aujourd'hui. Et je dirais la grande richesse, et ça a été dit par toi, du journal par rapport aux autres journaux, des journaux d'opinion, des journaux de conviction, c'est le lien entre le journal et ses lecteurs. Alors que les autres journaux, c'est d'abord un rapport au capital qui était investi, et on a vu que c'était plus qu'intéressant, puisqu'on a vu quand même en 20 ans, toute la presse basculer dans des grands groupes d'information où effectivement le capital placé était bien rémunéré. On avait dans la région jusqu'au bout, mais on voit ce qui se passe dans le sud actuellement. Oui, ce que fait la Voix du Nord. Oui, mais ici dans la région, on a vu un grand lainier de Roubaix, Jean Prouveau, devenir le mania de la presse des années 60. On a vu Ferdinand Béguin, autre industriel de la région, investir dans le Figaro, etc. On a ici dans la région l'expression même d'un capitalisme industriel qui investit avant Tapi, avant tous les autres, dans la presse parce que c'est aussi un faire-valoir de ses productions, etc. Et c'est l'avènement de la publicité, j'en passe. Si tu permets, donc ça tournait le dos aux ordonnances de la presse de 1944. Complètement. Et les syndicats de journalisme ont cessé de dénoncer l'escroquerie morale que représentait ce détournement de fonds d'un État qui continue à subventionner ces journaux. Si ces journaux sont économiquement viables et rentables, comment se fait-il que, et ça a été rendu public par Philippe Petit l'année passée, il y a 6 mois, comment se fait-il que dans les aides de la presse aujourd'hui, l'État continue de financer le Figaro pour l'année 2013, 18 263 000 €, le Figaro reçoit ça de l'État, Le Monde, 18 685 000 €, Ouest France, 11 000 €. Alors, on ne va pas trouver ni 11 millions d'euros. On ne va pas trouver ni Liberté, ni la Croix du Nord, ni Témoins chrétiens, parce que dans la liste que j'ai, c'est les 200 premiers, les plus. Bon. Ce qui veut dire que l'aide de l'État, comme la publicité, ne va qu'aux riches. Et puisque c'est au prorata du nombre d'exemplaires, les aides de l'État, c'est d'abord les aides, c'est une franchise postale inférieure, et ce sont des aides aux investissements. Alors, quand vous avez du mal à terminer le mois, vous avez encore plus de mal à investir, et donc vous n'avez pas les subventions pour les investissements, etc. Donc, en fait, l'aide de l'État qui se justifie sur le fond ne va qu'aux riches, et aux riches qui ont déjà
les recettes publicitaires. Et en quelque sorte détourné. Alors, Franck, justement, Franck Jacubin, tu es directeur, tu es gérant du titre depuis peu de temps. Est-ce que tu peux réagir là-dessus, sur les aides et par ailleurs, alors je vais te laisser répondre à cela, mais je voudrais aussi que tu réagisses sur la manière dont on voit la crise, la situation du journal aujourd'hui. Des étudiants de l'école de journalisme dans la branche PHR ont fait un papier sur Liberté Hebdo où ils parlent du sort qui s'acharne sur Liberté Hebdo. Je crois savoir que ça t'énerve, ce type d'approche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton sentiment sur tout cela? Les aides et la manière dont on perçoit... Ça ne m'énerve pas. Et je suis content qu'il y ait des jeunes journalistes qui s'intéressent à Liberté et qui puissent faire leur métier. Moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de titres et qu'il y ait des gens qui travaillent correctement dans les rédactions. Parce qu'on l'a dit, c'est d'abord un investissement humain. Pour qu'un journal fonctionne, il faut des gens qui se penchent sur un sujet, mais pas seulement se pencher, il faut réfléchir, passer du temps, il faut de l'énergie et il faut avoir la capacité de le faire sereinement. C'est pour ça qu'il y avait aussi un certain nombre de règles d'encadrement de la presse pour éviter les dérives qu'avait connues la presse d'avant-guerre et celle des années 40. Parler des trusts là, qui se sont reconstitués. Le problème de l'aide à la presse, pour y revenir, c'est effectivement qu'on a l'impression, et c'est effectivement le message qui est porté, il faut, pour bénéficier des aides, prouver qu'on est fiable ou viable, mais fiable surtout au système, fiable pour le système et viable économiquement. Donc on est sur une espèce de contradiction, un paradoxe pour nous, citoyens, c'est que ceux qui ont le plus les moyens d'évoluer, parce que soutenus par les grands groupes financiers, par la publicité, par des actionnaires puissants qui ont d'autres investissements par ailleurs. Bon, tu évoquais Prouveau, effectivement, sur la presse. Il y a eu plus récemment Dassault, Lagardère. Bernard Arnault. Voilà, tous des puissants qui sont aussi en train de nous entraîner vers d'autres chemins et qui ont d'autres sources de revenus qui, quelquefois, sont militaires. Ils ne sont pas sur l'humain, ils sont sur la destruction, quelquefois, qui est le meilleur moyen de produire pour eux des choses nouvelles, de faire rentrer de l'argent. La guerre nourrissant surtout ceux qui ne la font pas. Je ne paraphraserai pas quelqu'un qu'on connaît tous. Non, moi, ce que je trouve par rapport à l'épreuve que traverse Liberté, elle est terrible pour l'équipe, elle est terrible pour ceux qui sont partis, elle est terrible surtout pour le lecteur. Parce que nos lecteurs, ils sont investis aussi sur le titre. On a beaucoup d'appels, beaucoup de messages de soutien, beaucoup d'attentes, beaucoup de conseils. Il y a une histoire qu'évoquait à moitié Jean-Louis, et c'est bien qu'il soit venu en parler, parce qu'il y a eu un premier rebond. On est en train de travailler sur le fond. Et c'est vrai que pour revenir à ton interpellation, on a souvent le sentiment que les traitements sociaux systématiques qui est fait par les médias ne nous touchent pas. Et quand on y est confronté, on est traité par nos confrères de la même façon qu'ils survolent, c'est pas péjoratif, hein, mais une fermeture d'usine, c'est voilà, une information et demain il y en a une autre. Hein. Un risque industriel, voilà, c'est ça. C'est le pain quotidien de celui qui rédige un papier tous les matins parce qu'il doit courir, son rédacteur en chef l'envoie sur un sujet, il court, il y a ça à raconter, demain il y aura autre chose à raconter. Et en fait, la vie d'un journal, on ne s'en rend pas compte, on le voit quand on est de l'intérieur, toutes ces choses-là, elle est comme dans toutes les entreprises, les mêmes paramètres, comme tu disais également. Il y a les gestionnaires qui se sont emparés d'une partie de la presse, et nous, quelquefois, on manque de formation sur des questions techniques et pratiques, tout en voulant garder nos convictions. Et cet affrontement, comme ça, un petit peu entre le théorique et le pratique, et puis la capacité qu'on a à franchir les barrières, parce que les barrières, il y en a. Et la première, c'est la barrière financière. Il vous faut combien d'abonnements pour relancer le journal? 1 million, 2 millions? Ah, 2 millions, ce serait formidable. Avec 1 million d'abonnés, on ne relancerait pas seulement le journal, on relancerait le débat d'idées. Je ne pense pas qu'on s'associerait à un témoignage chrétien et puis à Croix du Nord pour participer à des choses ensemble. Parce que, par milliers. Ouais, voilà, on pourrait partager des abonnés avec 1 million. Et le partage, c'est ce qui compte pour l'humain, en fait. Moi, j'avais donné un chiffre que Jean-Louis, à juste titre, me dit c'est disproportionné, Franck. Hein, c'est vrai. J'avais avancé le chiffre de 3000 abonnés. 3000 abonnés parce que c'était 5000 à 92. Oui, c'est ça. Bah, on en a encore un petit peu. Hein, on en a encore un petit peu quand même, heureusement. Là, c'était sur la création. Voilà, c'était sur la création. Et ici, on est devenu régional par force, puisque faut aussi se souvenir que depuis Liberté 62, qui était issue aussi de Liberté quotidienne, a dû fermer ses portes il y a presque 3 ans maintenant, et qu'on s'est orienté vers un espace plus large, le Nord-Pas-de-Calais.
Donc on a un lectorat qui s'est élargi, mais pas forcément les moyens d'asseoir ce lectorat. Qui s'élargissent en même temps. Ben, je pense qu'il y a une part qui est liée à ça. Il y a une part qui est liée aussi à la diminution des annonces légales, hein, parce que c'est une source de revenus importante pour toute la presse hebdomadaire. N'importe quel patron de presse vous dira que ça lui assure un tiers, voire 2/5, voire 3/5 de son chiffre d'affaires. Ça dépend de la modulation et du modèle économique de son journal. Il y a cette structure-là, il y a les publicités pour lesquelles, bien évidemment, nous, on n'est pas gâtés par la nature. Hein. On n'est pas assez sexy pour les investisseurs. On est un peu pareil. Voilà, c'est ça. On a essayé les barésies, mais c'est pas notre style. Et puis, il y a le lectorat. Et je pense que si on veut vivre longtemps, il faut beaucoup de gens autour de nous. On vit mieux quand on est en groupe quand même et quand on peut partager un peu plus de choses. Et dans notre idéal, il y a beaucoup de choses qu'on met en commun. Et si on veut mettre en commun, il faut effectivement qu'il y ait des gens qui le partagent. Et donc, j'assène là-dessus. L'abonnement, c'est pas seulement se dire c'est quelqu'un qui nous apporte de l'argent. Non, on lui apporte un contenu et une utilité sociale, philosophique, politique, pratique ou culturelle. On évoquait les pages culturelles tout à l'heure. Moi, je vois Paul Kraus qui est dans la salle. Tout à l'heure, j'ai vu Alphonse Cugier ou Michel Lott. 3-4 pages, je crois, c'est ça. Bon, quelquefois, c'est jusqu'à 6 ou 7 pages que nos collègues, nos confrères, nos amis, nos camarades font de façon militante régulièrement avec un contenu riche qui est approuvé et validé quelquefois par des directeurs de festivals ou de grandes structures. Hein. Donc on a une qualité qui est reconnue, tout comme l'investissement sur les luttes sociales, syndicales, sur les idées, où on a quand même aussi, comme le rappelait Jean-Louis, une nécessité, une obligation, une vertu unique. Hein. Tu évoquais l'exemple des dockers et la disparition de l'information quand le journal s'en va. On rappelle souvent à nos collègues syndicalistes, dans les luttes, on a constaté qu'il n'y a qu'un seul journal présent pendant la conférence de presse qui annonce les raisons de la grève ou les raisons du conflit en cours, parce que les autres vont survoler, et au pire, si c'est les cheminots, ça sera la prise d'otage qui sera dans tous les médias heure fixe. Et je pense qu'il faut se garder justement de cet isolement qui fait qu'on a une presse tenue. Moi, je le dis presque, alors je vais forcer le trait, une presse aux ordres. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions et d'avoir une opinion. C'est pas la nôtre. De moins en moins. De moins en moins. Mais je disais, provocation tout à l'heure avec Philippe, même Gala a une opinion. Dans ce sens-là. Mais laquelle? Nous, on cherche effectivement, avec le mot conviction, c'est plus fort, on cherche à convaincre les gens. Y arrivons-nous? Avons-nous les arguments pour donner raison à ceux qui veulent nous lire? C'est cette reconquête-là qui est difficile.